Ma dernière vidéo sur cette compagnie date à peu près du 18 mois de juin 2023. D'accord, donc vous voyez le fameux 10% de rendement ici, c'est-à-dire que les rendements des bénéfices nets par rapport au prix actuel. Et je suis sûr et certain que la conclusion était simple, hein. C'est une compagnie cyclique, donc faites attention, il faut l'acheter, il faut normaliser les résultats. Ok, avoir même tendance à l'acheter ici à un prix qui se rapproche plus ici des book value ici, tout en sachant que c'est une entité ici qui pourrait augmenter les volumes ici dans le temps. C'est sûr qu'on vend du lithium, etc. Mais il ne faut jamais prendre la valeur, les bénéfices nets actuels pour bénéfices comptants à long terme. C'est un business assez imprévisible, donc on aura tendance ici avec des price takers. Donc on doit essentiellement se concentrer ici sur les coûts de production. D'accord? On continue. Donc, ALB, je ne sais pas, en juin 2023 et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ici sur cette compagnie? En juin 2023, on était là, aux alentours de 200. Là, on est à moitié, voilà, aux alentours de $100 l'action. Ce n'est vraiment pas étonnant parce qu'entre-temps, si vous allez vérifier, le prix du lithium a baissé. Et si le prix du lithium baisse par anticipation, ici, on sait que c'est une compagnie qui va avoir tendance à avoir des revenus de moins en moins élevés, mais c'est cyclique. D'accord? Donc, regardez toujours, comment on appelle ça? Le tableau dans son ensemble, d'accord? La demande est là, l'offre est également... mettez la demande d'un côté, l'offre d'un côté. La demande est plus stable que l'offre. Faites attention. La demande a tendance, par exemple, le pétrole, la demande est généralement aux alentours de 90 millions de barils par jour, ok? Mais c'est l'offre qui peut fluctuer. Quand les prix du pétrole baissent, l'offre va avoir tendance à baisser parce que les entreprises qui ont des coûts de production les plus élevés vont avoir tendance à moins produire parce que personne ne veut produire pour payer de l'argent. Mais également, quand le prix du pétrole augmente, les entreprises qui ont les coûts de production les plus bas, quand le prix du pétrole baisse, ceux qui ont les coûts de production les plus bas ont tendance à continuer à gagner de l'argent. D'où l'importance de se concentrer sur les coûts de production. Mais également, quand le prix du pétrole augmente, ils ont tendance également à produire énormément. Même celles qui ont des coûts de production un peu plus élevés ont tendance à rentrer sur le marché, ce qui augmente l'offre. Offre, demande, s'il y a un déséquilibre ici, le prix, si l'offre est plus élevée que la demande, le prix va baisser. Sans compter les variations de l'OPEC, etc. Okay? Sans oublier également que nous avons un gros producteur qui a quitté le marché, un gros consommateur qui est devenu un gros producteur, à savoir les États-Unis, aux environs de 2014. Je pense même que c'est ça qui a créé dernièrement le dernier entre parenthèses, le dernier pic pétrolier. Mais revenons au niveau de Albemarle. C'est essentiellement la même chose. C'est la même histoire pour toutes les compagnies qui vendent ici... qui sont des price takers. J'aime les appeler comme ça. Donc, toutes les compagnies minières, etc., sont des price takers. Le plus important, l'avantage concurrentiel, c'est situé au niveau des coûts de production. Vous pouvez aller vérifier, je suis sûr et certain que j'ai raison à ce niveau-là. OK? Et les coûts de production ici, c'est une information. Pour avoir ces coûts de production, je vous ai déjà montré à peu près... en fait, allez regarder Wood Mackenzie, tapez ici Lithium Cash Cost, vous allez trouver une information dans ce sens-là. Wood Mackenzie, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas, m'arrête là. Wood Mackenzie, c'est 2 O. W-O-O-D, Mackenzie, etc. Vous avez vu comment on a écrit ça ici, mais de toute façon, vous allez le trouver sur Google. Donc, quand on regarde du Albemarle ici aujourd'hui, je sais pertinemment que ici, là, ça, là, je ne peux pas faire confiance à ce type de revenus. Déjà, il faut vérifier. Les revenus actuels sont élevés. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le prix du lithium a augmenté ou c'est parce que les volumes de production ont augmenté? Et quand je vois ça, ça peut également être un mix des deux. Je ne peux pas voir l'information, la réponse ici totalement. Je peux voir le prix du lithium. On pourrait comparer ici. Hein. On voit déjà que les marges au bout sont aux alentours d'une quarantaine de % ici. En moyenne, je vous ai dit, surveillez les marges au bout sur les compagnies cycliques. Surveillez, c'est généralement à ce niveau-là qu'on peut identifier des entités qui ont qui ont des coûts de production les plus bas. Surveillez généralement les volumes. Et les meilleures entités ici, les plus belles, ne perdent pas d'argent en période difficile. OK? Donc, quand on va regarder par exemple ici le prix du lithium, lithium, où est-ce qu'on a ça? Les futurs. Voilà. Constatez, le prix du lithium, c'est littéralement effondré. Hein? On quitte un prix du lithium en 2020 aux alentours de 37 000, je ne sais pas quoi, si c'est en yuan, je ne sais pas en quoi c'est calculé, mais ce n'est pas plus important, ça ne me dérange pas. Ce qu'on va faire, on va juste, voilà. Qu'est-ce que vous constatez? Ça, c'est le prix de l'action de Albemarle ici. Vous constatez quoi? Qu'est-ce que vous remarquez? Remarquez ici que quand le prix du lithium baisse, bah, le prix de l'action s'effondre également. Quand on voit un prix du lithium à peu près aux alentours de 586 000 ici,
On se retrouve à 97 000, c'est divisé par 5. Enfin, je ne dis pas que le prix du lithium a été divisé par 5, encore qu'il faudra aller vérifier ça ici, mais par rapport à ce graphique-ci, vous remarquez que le prix a chuté. C'est ce qui devrait nous intéresser. Vous voyez que l'entreprise également suit la même tendance, tout simplement parce qu'on anticipe des bénéfices nets de moins en moins élevés dans le futur. Et c'est toute la difficulté d'analyser ce type d'entreprise. C'est pour ça que je dis, sur ce genre d'entreprise, passez plus de temps à l'étude de la demande, ok, et l'étude de la demande et des coûts de production de l'entreprise qui vous intéressent. Parce qu'il faut privilégier celles qui auront les coûts de production les plus bas avec les bilans les plus solides et exerçant dans des juridictions ici où elle peut avoir à peu près le contrôle sur ces différents ici assets miniers. D'accord? Faites très attention. La dernière fois, j'ai passé une vingtaine de minutes à parler de cette compagnie-ci. Actuellement, je suis en train de passer à peu près une dizaine de minutes pour la même entreprise ici. Voilà. Prenez juste la peine d'aller souvent lire vos rapports financiers sur ce type d'entreprise. Et dites-vous toujours une chose. Les entreprises ne s'analysent toutes les entreprises, dépendamment des industries, on n'analyse pas les mêmes, on ne les analyse pas de la même façon. Vous ne pouvez pas analyser une compagnie une bancaire comme une compagnie d'assurance. Vous ne pouvez pas analyser une compagnie chimique comme une compagnie, comme un vendeur ici d'automobile. Non, il y a des spécificités, il y a des questions spécifiques à poser. OK? Donc, on continue. Au niveau ici des revenus, croissance des revenus, comme on a des marges brutes ici, plutôt stable. Je veux surtout que cette marge brute reste aux alentours d'une trentaine de pourcents ici, malgré le prix actuel, d'accord? Donc pour le moment, on va se dire que c'est assez correct, ok? Ensuite, on va regarder le nombre d'actions qui a plutôt augmenté. Il me semble qu'elle a fait une acquisition dernièrement. Elle a voulu faire une acquisition qui a échoué dernièrement. J'ai oublié, c'était une entité australienne qu'elle voulait racheter ici. Donc, il y a peut-être une consolidation également en cours ici. Donc, on a à peu près un nombre d'actions plutôt stable. Enfin, je dirais plutôt ça qui augmente. On va le dire littéralement comme ça. La marge EBITDA, elle a tendance à revenir plutôt au niveau de la moyenne, hein, au niveau de 26% par là. D'accord? Ensuite, on va comparer les net income et les free cash flow, histoire de voir si on parle le même langage. Voilà, net income et free cash flow. Et c'est ça le plus important. Sur une compagnie cyclique, les free cash flow sont importants parce que ce sont des compagnies à capital intensif. Ici, on ne blague pas, il faut générer du cash pour pouvoir relancer la production ici. D'accord? Faites très attention. Donc, je vais privilégier généralement les free cash flow à ce niveau. Enfin, quand je dis je vais privilégier, il faut privilégier les free cash flow. La moyenne ici, généralement, quand on regarde, voilà, on est aux alentours de 200 millions par là. Voilà, si on n'avait pas eu cette partie-ci, voilà, on aurait pu eu quelque chose de plus élevé que ça. Je compare avec les net income. Les net income auront tendance à aller dans le même sens que les bénéfices nets s'il n'y a pas énormément de BFR. Donc, quand on dit ici, on a 300 millions de bénéfices nets, c'est pas que elle n'a pas reçu 300 millions, elle ne peut pas recevoir 300 millions de free cash flow. Non, c'est que dans cette période-là, il y a peut-être qu'une dépense en capital de croissance élevée ici, de telle sorte que les free cash flow ont sans doute, les free cash flow étaient sans doute négatifs. C'est pour ça que quand on regarde ici la dépense en capital, entre free cash flow, entre les bénéfices opérationnels et le free cash flow, il y a ce qu'on appelle la dépense en capital. Et dans la dépense en capital, il y a deux types de dépenses en capital. La dépense en capital de croissance et la dépense en capital de maintenance. L'information précise par rapport à qui est qui sur la dépense en capital ici est généralement donnée dans les rapports financiers. Et vous pouvez également prendre comme proxy ici la dépréciation amortissement comme, entre parenthèses, dépense en capital de maintenance. OK? Ici, quand on regarde le capital expenditure en termes de pourcentage, en termes déjà de volume, qu'est-ce qu'on a? On a un capital expenditure qui augmente. Mais quand on prend maintenant en termes de pourcentage sur le revenu, n'oubliez pas une chose, c'est que si on le prend en termes de pourcentage sur le revenu, on va se rendre compte d'une chose ici, que nous avons une entreprise qui aura peut-être un ratio moins élevé en date d'aujourd'hui, peut-être parce que le revenu est plus élevé. D'accord? Donc, faites attention, toujours se poser la question de savoir est-ce que la dépense en capital qu'on a présentement, c'est une dépense en capital de maintenance ou la dépense en capital de croissance. Donc, je peux également aller regarder la dépréciation, amortissement. Dépréciation, amortissement ici. Est-ce qu'on a ça? Cash flow. OK, allons-y regarder. On a à peu près 300 millions en dépréciation, amortissement. On dépense 1,9 milliard ici. C'est tout à fait normal qu'on ait des éléments négatifs. Bref. Vous constatez qu'à ce niveau-ci, toujours aller vérifier. Hein. En dépréciation amortissement, ici, on a provisionné aux alentours de 300 millions. Mais on a dépensé en dépréciation de capital ici, on a dépensé près de 1,9 milliard. Donc, ça veut dire qu'il y a près de 1,6 milliard qui se balade quelque part ici,
ce 1,6 milliard correspond peut-être ici à la dépense en capital de croissance. De toute façon, vous pouvez voir ici dépréciation amortissement. Donc, ce qui veut dire que cette entreprise ne doit pas dépasser plus de 300 millions ici en dépenses en capital. Donc, on peut se dire ici que les bénéfices actuels, les free cash flow actuels sont peut-être dépréciés pour une raison particulière, c'est-à-dire que la dépense en capital ici est élevée, peut-être parce qu'on a en train de construire une nouvelle usine ou ce genre de choses-là. Je ne sais pas comment ça se comporte à ce niveau-là, mais voilà. Donc, il faut vraiment étudier la dépense en capital ici. Très important. Donc, quand je prends les bénéfices nets en date d'aujourd'hui, pour évaluer cette compagnie, déjà, je ne paye pas plus de 15 fois les bénéfices. Et encore, je dois vérifier les volumes de production ici. Donc, techniquement, on doit même faire on doit regarder le volume de production, le prix moyen ici. On multiplie tout ceci, on enlève à peu près les coûts moyens ici et on trouve à peu près quelque chose qui se rapproche de la réalité. Donc, ce qu'on va faire ici sous-entend que l'entreprise, la même entreprise qu'on avait en 2011, c'est la même qu'on a aujourd'hui. Donc, faites attention. Donc, au niveau, le fameux 300 millions ici, si on prend le 300 millions, on l'extrapole un tout petit peu. Donc, c'est-à-dire que par rapport au prix actuel, hein, à 15 fois les bénéfices, vous allez vous retrouver ici à avoir une entreprise qui vaut 4 milliards 500. Mais je serais étonné de penser que cette entreprise, il vaut uniquement 4 milliards 500. Il y a peut-être également ici quelque chose à faire au niveau des actifs tangibles ici. OK? Et quand on regarde le tangible book value ici, là, qu'est-ce qui se passe? On est à 8 milliards par là. Donc, en fait, cette entreprise ce serait difficile qu'elle vaille moins que ses actifs tangibles nets ici. Et comme on peut le voir, les actifs tangibles ont drastiquement augmenté à partir de 2020. Donc, il me semble qu'on a peut-être ici trouvé de nouveau, les réserves ont peut-être augmenté. D'accord? Donc, faites attention ici. Ou bien la valeur ici des équipements ici a augmenté. Donc, c'est pour ça que moi, pour l'évaluer, je vais plutôt avoir tendance à me fier aux actifs, au prix par rapport aux actifs tangibles nets. J'aimerais l'acheter à un prix qui se rapproche de la valeur des actifs tangibles nets ici, essentiellement 1 pour 1, tout en vérifiant que les actifs tangibles nets ont tendance à rester stables au moins. OK? Et si c'est le cas, comme on peut le voir ici, à 1 pour 1, j'aimerais cette compagnie, si on va avec aux alentours de combien tangible ici, donc tangible book value per share, on sera à combien ici? On sera à peu près aux alentours de 70 $. D'accord? Pour aujourd'hui, aux alentours de 70 $. Donc, quand tu me vends cette compagnie à 112 $, moi, je réfléchis. La seule raison pour laquelle je vais l'acheter au prix actuel, c'est uniquement si je pense que les actifs tangibles vont avoir tendance à augmenter dans le temps. Donc, on a besoin d'une étude supplémentaire ici. Donc, est-ce que je vais dire qu'on est surévalué? Voilà, il faut peut-être nuancer un tout petit peu. Parce qu'au prix actuel, ça commence à être intéressant. Mais quand je l'achète, c'est sous condition d'avoir vérifié que les volumes de produits, la valeur par les volumes, mais les réserves, sous condition que les réserves augmentent, la valeur des réserves augmente dans le temps. Donc, je vais également questionner l'allocation du capital à venir. Est-ce que l'entreprise aura tendance à dépenser de plus en plus d'argent ici pour à peu près améliorer ici la production? Parce qu'il me semble que la production ici de lithium n'est pas très... C'est un peu particulier. C'est pour ça que ce n'est pas classé au niveau de la chimie. Enfin, on la classe au niveau de la chimie ici. En tout cas, au prix actuel, ça commence à être intéressant. Mais ce n'est pas une entreprise qui va dépasser 1% de mon portefeuille. Je suis conscient qu'on aura besoin de lithium demain, etc. Donc, je ne sais pas à quoi va ressembler le prix demain dans tous les cas de figure. OK? Donc, j'aurais besoin ici de regarder à peu près les différents protagonistes sur ce secteur d'activité. Wood Mackenzie, Lithium, Cash Cost. Je voulais faire une vidéo en moins de 10 minutes. Je me retrouve en train de parler pendant 15 minutes ici. C'est terrible ça. Mais j'aime ça. En fait, j'aime donner le maximum d'informations ici. Peut-être que c'est pour ça que vous pensez que ça a tendance à être très facile. Je ne trouve pas l'information que je recherche. Mais ce n'est pas plus grave. J'ai écrit ici Wood Mackenzie, Lithium, Cash Cost. Allez-y rechercher cette information-là. Vous allez avoir tendance à retrouver des graphiques ici de Wood Mackenzie. Vous montrant à peu près, dépendamment du volume de production ici, quelle est l'entreprise qui a les coûts de production les plus bas. Et dites-vous que c'est une information stratégique. Et la plupart du temps ici, vous avez la vraie information quand le prix du lithium baisse.
littéralement. Regardez également l'évolution des prix du lithium et faites attention ici. Vous pouvez vous dire que non, voiture électrique, lithium, la demande va être de plus en plus élevée, mais dites-vous que les compagnies automobiles travaillent également à réduire la quantité de lithium ici nécessaire pour les batteries, tout en gardant à peu près la même efficacité. Donc, on aura peut-être ici quelque chose, une consommation de moins en moins élevée demain, je n'en sais rien. D'accord? Mais il ne faut pas également oublier cela. Moi, c'est un type d'activité qui ne m'intéresse pas du tout. En réalité, je n'ai pas envie de spéculer sur l'évolution du prix du lithium ou quoi que ce soit. J'aime avoir tendance, j'aime une entreprise je préfère les entreprises qui ont tendance à rapporter la même chose année après année, au minimum. Ici, on aura 10 $ aujourd'hui, demain, on aura 5 $, après-demain, 1 $. Non, 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 non. Mon but est de bien dormir la nuit. OK? Au prix actuel, Albemarle commence à être intéressant. On est à peu près à 1,6 fois les actifs tangibles nets ici et le marché a tendance à payer 4 fois les actifs tangibles nets moyens. Il a tendance à payer 3,9 fois. Maintenant, je ne sais pas s'il va avoir tendance à payer la même chose sur les années à venir. D'accord? Si on prend à peu près... on a 4 ici. La moyenne avant cette période-ci était aux alentours de 2 par là. Donc, on peut se dire toujours que le prix actuel est très en dessous de ce qu'on a eu tendance à avoir par le passé. Donc, ça peut être très intéressant à aller regarder ici. Mais c'est sous condition que le tangible book value par action reste aux alentours de 68 $. Mais n'oubliez pas que le nombre d'actions augmente également ici. Donc, il faut faire attention. Enfin, en tout cas, depuis 2016, il est plutôt stable ici. Donc, j'aurais tendance à plus l'attendre aux alentours des 70 $, ici. Mais je ne pourrais pas vous dire ici aujourd'hui que c'est surévalué. Je pense que pour une entreprise qui aura tendance à augmenter qui aura tendance ici à augmenter les volumes de production, ça peut être assez intéressant à commencer à regarder aujourd'hui. Mais bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Idéalement, si tu me demandes ici mon prix, je vais te dire que je vais l'attendre aux alentours de 70 $ par là, peut-être même moins que ça. Mais ça, c'est mon avis. C'est une entreprise qui ne m'intéresse juste pas. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. En lien dans la description de la vidéo, vous avez la Top Newsletter. Merci.